L'influence, en fait, c'est hyper large. Un entrepreneur qui fait du personal branding, il va influencer d'une façon ou d'une autre. C'est vraiment beaucoup plus large que juste vendre un produit, un placement de produit comme certains ont voulu le faire penser. L'opinion grand public, relier l'influence au monde des arnaques et à quelque chose de fake. Comme toutes les informations, dès lors que tu creuses pas et que tu vas pas rechercher le contexte, ce qui se passe réellement, on te donne une info, si tu la prends telle quelle, ça veut rien dire en fait. C'est dommage que certains entrepreneurs n'utilisent pas les réseaux pour justement parler de leur marque et parler de leur fameux why, parce que c'est ce qui permet d'embarquer les gens aussi. Et ça permet d'humaniser leur marque et d'incarner quelque chose de beaucoup plus fort que simplement acheter un produit pour acheter un produit, quoi. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être reçu par Sibéline Roux, qui est la directrice générale adjointe de Maison Made In, une agence de contenu et d'influence basée à Paris et à Montréal. Salut Sibéline, comment tu vas ? Très bien, merci, et toi ? Très très bien, je suis très content d'être dans cette belle piscine à boules avec toi. Ravi de t'accueillir ici, dans notre lieu emblématique de l'agence parisienne. Exactement, ça va être très cool. C'est un épisode un peu particulier, puisqu'on va parler d'influence. C'est un hors-série sur l'influence, puisque c'est vraiment votre expertise. Mais avant, j'aimerais quand même parler de ton parcours, avant d'arriver chez Made In, et de savoir justement ce que tu as fait avant d'être nommée directrice générale adjointe de Made In. Vaste sujet. Moi, j'ai un parcours scolaire assez classique. À l'école, on m'a très vite filé en classe STG, donc en marketing, parce que c'était un peu la classe de ceux qui ne travaillaient pas à l'école. Ça nous fait un point commun. Voilà, premier point commun. Donc c'était un peu une classe par défaut. J'avais pas vraiment envie d'aller là-bas, mais en même temps, je savais pas vraiment ce que je voulais faire non plus. Et finalement, ça m'a ouvert un champ des possibles qui était énorme. J'ai découvert une vraie vocation pour le marketing et pour la pub en général. Et c'est une belle surprise. Donc, merci à tous ces profs qui n'ont pas cru en moi. Parce que grâce à eux, j'en suis là aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai fait cette classe STG. J'ai eu mon bac avec mention et j'ai filé dans une école de com à Lille qui s'appelle l'ISCOM, qui est assez connue. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui font l'ISCOM et qui finissent en alternance ici. J'imagine qu'on a un point commun, un truc qui se fait. J'ai fait un bachelor à l'ISCOM en alternance. Et donc j'ai eu pas mal d'expériences professionnelles et c'est ça que j'aimais aussi dans le format des écoles. C'était de pouvoir voir plein de choses différentes. J'ai eu des expériences à l'étranger, en France, en agence chez l'annonceur. Et puis j'ai fini par travailler dans l'événementiel sportif. Donc expérience très enrichissante parce que l'événementiel, c'est hyper formateur. C'est très dur, mais c'est très formateur. Quand tu te lèves à 5h du mat, que tout le monde rentre de soirée et que toi tu vas monter un événement, quand t'es étudiant, c'est un peu ça te challenge et ça t'apprend aussi un rythme de travail et de la rigueur qui est importante, je pense, pour la suite. Enfin, en tout cas, ça m'a aidé pour la suite de ma carrière. Et événementiel sportif, c'était très cool, mais j'ai eu l'opportunité de partir dans la pub, plus en digital. Et comme c'était un domaine qui me plaisait beaucoup à titre perso, je me suis dit que j'allais tenter un peu ma chance dans ça. Donc j'ai fini chez l'annonceur, un gros groupe à Paris, un gros groupe international à la pub, au digital. Et c'était une belle expérience, mais le côté annonceur m'a pas plu du tout. Et je me suis pas retrouvée dans ce qui se passait. Je leur ai proposé de faire de l'influence. Je me souviens, c'était une réunion énorme avec tout le pôle pub. Et en fait, j'ai dit, j'étais la petite nana, mon premier CDI. J'ai dit, ce serait cool qu'on fasse de l'influence. J'ai parlé d'Enjoy Phoenix parce que je me souviens qu'à l'époque, c'était vraiment elle que je regardais. Et puis, c'était la Léna Situation de l'époque. Ouais, c'est ça. Elle explosait. Et puis à ce moment-là, c'était vraiment elle qui représentait l'influence en France, entre guillemets, même s'il y avait beaucoup d'autres créateurs qui étaient connus. Et on m'a ri au nez, on m'a dit, mais pas du tout, Sibéline, tu fais fausse route, c'est pas du tout la direction qu'il faut qu'on prenne. Et donc voilà, et je suis sortie de cette réunion. J'ai eu un appel du Canada qui m'a proposé un poste. Donc j'ai été débauchée pour aller travailler au Canada. J'ai dit oui.
j'ai quitté mon CDI, donc mes parents ont fait les gros yeux, ils se sont dit oula, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Elle quitte son appart, son poste, son mec, et elle part. Et je suis partie au Canada et j'ai eu une très très belle expérience pendant plus de 6 mois dans un organisme communautaire où là pour le coup je faisais et de l'événementiel et du digital. On était une toute petite équipe, j'étais en binôme avec un autre Français et on a vraiment tout donné pour que ça fonctionne et ça a en effet très bien marché. On a mis en place des choses qui sont encore en place aujourd'hui. Donc, on est très, très content de ça. Chaque année, on se refait le petit anniversaire, tu sais, on en reparle. Donc, c'est cool. Et là-bas, j'ai rencontré une influenceuse. Donc, influenceuse, le terme est un peu vulgaire. Une créatrice de contenu qui est une make-up artiste dans le cinéma, qui était sur YouTube et que je suivais déjà depuis un moment. Elle avait un agent et je me suis dit, OK, il y a un truc à faire. Voilà. Et en rentrant en France, j'ai discuté avec une de mes copines créatrices de contenu, qui s'appelle Safia, qui m'a dit tu devrais te rapprocher de telle agence. Moi, je travaillais un petit peu avec eux. J'ai commencé dans une autre agence, du coup, pendant 4 ans. J'ai un petit peu gravi les échelons comme ça. Je suis partie pour monter mon projet entrepreneurial dans la culture en plein Covid. Le sens du timing. Bon timing. Et le Covid est arrivé par là et je me suis aussi vite retrouvée confrontée au fait que l'entrepreneuriat, ça isole beaucoup. Et du coup, je me suis dit, OK, je veux retourner dans une agence parce que c'est ça qui me plaît. Ce côté entrepreneurial, je l'ai quand même dans ma façon de travailler au quotidien. Et surtout, j'ai besoin de retrouver une équipe, de retrouver un truc qui se fait, qui se crée quand on travaille en groupe. Et du coup, je savais que la seule agence dans laquelle je voulais revenir, c'était Maison Made In, parce que je connaissais Aurélie, que j'avais rencontrée au Canada, au détour d'un café très informel. Et on partageait la même vision. Et je me suis dit, OK, j'arrive. Si j'y retourne, c'est là. Donc, me voilà. Ouais, OK. Puis effectivement, tu as un profil très entreprenant. Et on peut être entrepreneur sans forcément être entrepreneur. C'est bizarre ce que je dis, mais effectivement, il y a un terme pour ça, c'est l'intrapreneuriat. Ouais. Le fait d'entreprendre au sein d'une société qui ne t'appartient pas. Et du coup, c'est très cohérent avec ton parcours. J'ai une question un peu personnelle. C'est à quel moment est-ce que tu t'es intéressé à l'influence? À quel moment tu l'as conceptualisé, tu vois, le terme influence? Je pense que j'ai pris conscience de l'ampleur de la chose quand j'ai rencontré Cynthia au Canada. Il y avait son agence, c'était un événement avec vraiment de la sécurité, différents interlocuteurs. Il y avait vraiment tout un écosystème autour d'elle. C'était pas juste une jeune femme qui vient et qui fait un meet-up comme ça, un petit peu à l'arrache. C'était vraiment travaillé. Il y avait toute une équipe derrière et c'était un projet qui était monté de A à Z comme j'avais pu le faire dans l'événementiel. Et là, je me suis rendu compte qu'en effet, l'influence, c'était beaucoup plus sérieux, entre guillemets, que ce que moi, j'avais en tête. Et en rentrant en France, en fait, j'ai toujours été bénévole dans pas mal d'assauts ou sur des projets comme ça, un peu isolés. Et j'étais bénévole dans une association. J'ai monté un projet bénévole très très cool avec un groupe, vraiment un pool de créateurs de contenu. Et je me suis rendu compte qu'en effet, chacun avait sa façon de travailler, que c'était vraiment des équipes et que c'était pas simplement le créateur qu'on voit sur les vidéos, mais que derrière, dans les backstage, il y avait un vidéaste, quelqu'un pour la photo, quelqu'un qui gère les collaborations commerciales. Enfin, voilà, il y avait vraiment toute une entreprise qui tournait autour de la création de contenu. Et je me suis dit, OK, ouais, c'est beaucoup plus vaste que ça, en fait. Et puis, il y a eu plusieurs phases dans le monde de l'influence. Je pense que la première, c'était les blogs. Ouais. Ensuite, potentiellement, Dailymotion, YouTube, enfin, tous les vidéastes, ouais. Et ainsi de suite. Pour parler justement de l'influence et d'en savoir un peu plus sur Made In, vous faites quoi justement chez Made In? Made In, c'est une agence qui a 11 ans. Qui a été créée par 2 sœurs, Aurélie et Sophie. Donc c'est un mood qui se ressent beaucoup dans notre façon de travailler. C'est très convivial. Toute l'équipe se connaît bien. Les équipes France-Canada se côtoient en digital. Merci le digital. Assez régulièrement. Et en fait, on accompagne les marques à créer leur stratégie digitale au sens global, donc autour du contenu et de l'influence. L'influence est un levier du contenu, mais vraiment la stratégie au sens large du contenu. Et ensuite, on accompagne aussi cette double casquette, les créateurs, à gérer leur présence sur les réseaux, leur stratégie éditoriale, comment gérer leur collaboration commerciale, voilà, tout le quotidien, tout l'opérationnel qu'il peut y avoir et toute la partie réflexion stratégique qu'il peut y avoir aussi autour de leur présence sur les réseaux. Ouais. Alors, je sais que chaque campagne est unique, mais est-ce que tu peux me faire un peu le déroulé d'une campagne de A à Z?
de l'idée à la diffusion? Une campagne de A à Z. En règle générale, on a quand même un cas de figure un schéma qui se représente, qui arrive assez facilement. On a un client qui arrive, donc c'est pas forcément une marque, un peu idée reçue à casser. On a tout type d'annonceurs qui veulent communiquer et qui ont besoin du marketing d'influence comme levier pour diffuser leur message sur les réseaux. Donc on a une personne qui arrive avec un besoin qui est identifié ou pas, franchement, ça dépend des fois, et qui a une idée de budget, un peu une idée globale de ce qu'il veut faire, mais sans structure. Ouais, elle a vraiment besoin d'un cadre, de pouvoir ancrer sa stratégie de contenu dans une stratégie globale, multicanal, ou en tout cas un mix média qui est déjà créé en interne. Et nous, notre rôle, c'est du coup de leur présenter une stratégie. Donc on va vraiment poser 1 million de questions à ces gens pour comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent, vers où ils veulent aller, et comment est-ce qu'ils parlent de leur marque ou de leur sujet aujourd'hui sur les réseaux. En fonction de ça, on va définir une stratégie qu'on valide ensemble. Cette stratégie, elle est validée. On définit un casting de profils avec lesquels on va travailler. Là, je te parle de l'influence parce que c'est le sujet d'aujourd'hui. Un casting qui est travaillé par un planeur stratégique et un gestionnaire de campagne. Et ensuite, on va dérouler toute la partie opérationnelle de la campagne, le recrutement d'un profil ou plusieurs, la création d'un brief, la validation des contenus avant publication et l'analyse de ce qui s'est passé. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que tu peux me donner 2 exemples de campagnes qui ont été réalisées par Made in ces derniers mois, ces dernières années? Je pense que c'est quand même le groupe Castel, qui est notre client historique, qu'on accompagne depuis des années et qui nous fait confiance depuis des années. Donc, c'est un plaisir de travailler avec le groupe Castel et Parangon qui les accompagne aussi sur leur stratégie au global. Là, pour le coup, on a un rôle d'influence et de contenu où on va créer un dispositif avec Norbert et une brigade d'influenceurs food ou créateurs de contenu food qui sont activés pour créer des recettes tout au long de l'année. Ok, dès que ça parle de nourriture, c'est chez nous. Ok, super intéressant. C'est quoi pour toi la force du marketing d'influence? Pour moi, le marketing d'influence, c'est un levier marketing extrêmement puissant parce qu'on incarne un message. J'ai regardé récemment le podcast que tu as fait avec Manuel Diaz et je rejoins totalement sa vision sur ça. Et pour le coup, c'est prendre l'influence et l'isoler du reste d'une stratégie de marque. C'est pas pertinent et c'est dommage parce que c'est vraiment l'utiliser à une mini échelle de valeur alors que ça pourrait vraiment avoir une ampleur plus importante. C'est un des leviers du marketing digital aujourd'hui. Mais bien utilisé, il a vraiment des super résultats et ça permet d'incarner une marque, de représenter différents personas parce que justement les créateurs sont tellement différents les uns des autres qu'ils vont pouvoir représenter des personnes différentes qui font partie de l'audience cible d'une marque. Et ça, c'est pas possible de le faire avec des médias plus traditionnels que l'influence, quoi. Puis il y avait une phrase qui m'avait marqué dans l'interview, c'est que Manuel disait que l'influence était une conséquence. Et ça, c'est hyper important de le rappeler parce qu'effectivement, avant l'influence, il y a de la création de contenu. Ouais. Il y a parfois pas mal d'années de création de contenu sans influence. Parfois, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est d'ailleurs souvent comme ça que ça se passe. Ouais, je pense. Et puis, on a aussi ce côté où l'influence, c'est beaucoup plus que ce qu'on voit sur les réseaux aujourd'hui. L'influence, c'est un peu présente dans notre quotidien à tous. On peut tous influencer quelqu'un dans notre entourage quand on parle d'un produit qu'on a aimé ou qu'on n'a pas aimé. Les journalistes étaient un petit peu les premiers influenceurs puisqu'avec leur avis, ils donnaient aussi des recommandations. L'influence, en fait, c'est hyper large et c'est pas... un entrepreneur qui fait du personal branding, il va influencer d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est vraiment beaucoup plus large que juste vendre un produit, un placement de produit comme certains ont voulu le faire penser. Et je rebondis sur ce que tu dis parce qu'effectivement, ces dernières années en France, les entrepreneurs sont de plus en plus des créateurs de contenu et du coup, par la suite, des influenceurs. Qu'est-ce que tu penses de ce développement d'entrepreneurs influenceurs en France ces dernières années? Pour moi, c'est la suite logique. Enfin, ça a toujours été, sauf que c'était peut-être pas identifié comme tel. Mais on a toujours admiré
entre guillemets, en tout cas, on a toujours connu qui étaient les personnes derrière une marque dès lors qu'ils faisaient parler d'eux dans les médias ou sur d'autres plateformes, je sais pas comment, mais voilà, il y a plein de façons de faire parler de soi. On les connaissait pas avec ce côté plus personnel et plus intimiste que permettent les réseaux aujourd'hui, parce qu'on a une proximité qui se crée quand on crée une stories. Bah forcément, on se sent plus proche de la personne que quand on lit un article dans le journal. Pour autant, c'est un peu la même mécanique. Donc pour moi, c'est un peu la suite logique et c'est dommage que certains entrepreneurs n'utilisent pas les réseaux pour justement parler de leur marque et parler de leur fameux why, parce que c'est ce qui permet d'embarquer les gens aussi. Et ceux qui le font en général avec brio. Et ça permet d'humaniser leur marque et d'incarner quelque chose de beaucoup plus fort que simplement acheter un produit pour acheter un produit, quoi. Puis c'est aussi le fait de devenir leur propre média. Tu vois, je pense à un Théo Lyon, à un Anthony Bourbon, par exemple. Ouais, en fait, ils sont clairement devenus leur propre média, même si ça leur arrive de passer dans d'autres médias. C'est quand même, ils ont une force de frappe beaucoup plus puissante que des entrepreneurs qui ne communiqueraient pas sur ce qu'ils font, quoi. Ouais, je pense que c'est important pour leur société, c'est important pour leurs équipes. C'est important parce qu'en fait, ça fait rayonner l'entreprise en règle générale et ça fait rayonner une façon de penser. Et aujourd'hui, les habitudes de consommation, on le voit, elles évoluent. Les consommateurs, ils achètent plus seulement une marque parce qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Ils achètent parce qu'il y a un message, il y a des valeurs. En tout cas, la marque représente quelque chose qui les inspire. Et s'ils connaissent pas la marque et qu'ils commencent à la connaître via ses valeurs, via ses messages qu'on véhicule, ils vont avoir envie de la consommer. Ils vont être fidèles plus facilement. Donc pour moi, c'est indissociable d'une part pour aller recruter de nouvelles parts de marché, pour recruter des équipes en interne et les fidéliser, et puis ensuite pour fidéliser ses clients sur le long terme, continuer à faire parler de la marque et être fier des produits qu'on consomme, c'est un point qui est devenu important. Donc il faut continuer à communiquer autour de ce qu'il y a, sur ce qu'il y a autour de la marque et pas simplement sur le produit, quoi. Ouais, je suis complètement aligné avec ça. Ces dernières années, le monde de l'influence a été impacté par des gens pas très bienveillants, les influenceurs de télé-réalité. C'est quoi l'impact qui a été justement sur le monde de l'influence ? Et sur le mot influenceur aussi. Ouais, le mot influenceur, alors tu vois, je l'utilise encore parfois. Péjoratif. Ouais. Tu vois. C'est un terme qui est pas très apprécié. Pour autant, c'est pas un gros mot. C'est juste que dans le langage courant, on l'utilise. Mais en effet, le terme créateur de contenu est favorisé et représente davantage les personnes avec qui on a l'habitude de travailler. Pour moi, tout ce qui s'est passé autour de l'influence et notamment autour de ce gate... Merci Booba. C'est important et il fallait que ça arrive. Donc ça s'est fait d'une façon qui est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas ça est arrivé. Et finalement les conséquences, je préfère me retenir que les positives. Ça a fait du nettoyage. Ouais, ça a énormément épuré le marché. Ça a énormément revalorisé ceux qui devaient être revalorisés et malheureusement pour ceux qui ne devaient pas l'être, ils ont perdu le peu d'impact qu'ils pouvaient avoir. Je pense que c'est important. Ça a permis à toutes les agences, en tout cas tous les acteurs de l'influence, d'avoir une cause commune et de créer une cohésion. On a vu sur LinkedIn ou sur tous les réseaux, vraiment des agences se dire ok, nous on fait notre métier correctement depuis plus de 10 ans. Ça doit pas nous détruire, ça doit pas casser notre marché, donc venez, on se met ensemble et puis on leur dit ce qu'on fait vraiment. Et ça c'est cool, et ça fait du bien de voir qu'il y a une cohésion, qu'il y a quelque chose qui s'est créé, où on n'est pas juste des acteurs isolés, parce qu'en effet des agences qui travaillent bien, il y en a beaucoup aujourd'hui. Beaucoup plus que des agences qui travaillent mal. Beaucoup plus. et surtout, elles le font depuis des années. Et les codes de l'influence ne sont pas ceux qui ont été mis au grand jour. Et c'est cool qu'on remette l'accent sur ça. Après, effectivement, ça a causé du tort dans le sens où les annonceurs un petit peu frileux qui se demandaient est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Bon, il y en a beaucoup qui ont dit ok, on met un coup de frein et puis on va repasser sur du traditionnel parce qu'en effet, c'est pas le moment. Ça nous fait peur, on sait pas quel créateur on active, quelle personne on n'active pas. Et pour le coup, le rôle des agences, c'est ça, c'est d'avoir un rôle conseil sur comment est-ce que je fais du marketing d'influence correctement. Encore faut-il tomber sur la bonne agence. Et puis après, ça a permis de rééquilibrer un petit peu, ça a rebattu le jeu de cartes et ça fait pas de mal aussi de temps en temps. Je pense que ça a été positif pour le métier,
mais je pense que ça a été négatif pour l'opinion grand public, qui du coup, dans tous les médias, voyait cet influenceur a arnaqué tant de personnes, etc. Du coup, l'opinion grand public a relié l'influence au monde des arnaques et à quelque chose de fake, entre guillemets. Tu vois. Ouais, totalement. Tu vois, ma grand-mère, qui n'est pas du tout sur les réseaux et qui a vu ça passer au journal du 20h, elle m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, Cybéline, je comprends pas. Non, mamie, c'est pas du tout ça. Tu te fourvoies. Non, mais en effet, en fait, le grand public, mais c'est comme tout, en fait, comme toutes les informations, dès lors que tu creuses pas et que tu vas pas rechercher le contexte, ce qui se passe réellement, on te donne une info, si tu la prends telle quelle, voilà, ça veut rien dire, en fait. Donc ça a fait du tort, mais en même temps, est-ce qu'on a envie de travailler avec des gens qui ne comprennent pas ce qu'on fait et qui comprennent pas que un créateur, c'est pas simplement des chiffres, parce que c'est pas simplement une donnée quantitative. On n'achète pas, c'est fini, ça faut arrêter d'acheter un nombre d'abonnés, un nombre de vues. On a des KPIs, on a des choses qui nous permettent de maîtriser la performance d'une campagne. On ne doit pas s'arrêter à des données quanti exclusivement. Il y a un gros côté quali qui est travaillé dans les agences. Et ces données-là, elles sont pas forcément évaluées à leur juste valeur par tous les acteurs. Donc effectivement, les gens qui ne comprennent pas l'importance d'avoir un créateur qui est cohérent avec l'image de ma marque, d'avoir un ton, un discours qui est travaillé, un axe créatif qui est travaillé aussi, et qu'on veut juste acheter des chiffres, dans ces cas-là, en effet, on ne travaille pas du tout sur le même sujet, on travaille pas du tout de la même façon. Et en fait, c'est pas très grave si on perd ces gens-là. Ouais. Au sein de Made In, vous avez ressenti justement un impact entre l'avant et l'après sur le marché? Alors nous, on a la chance d'avoir des clients qui sont qui nous font confiance depuis longtemps. En règle générale, quand ils rentrent, ils restent avec nous. Donc c'est un honneur. Bon signe. Non, ce qui est très très chouette, parce que du coup, ça montre qu'ils sont bien et qu'on travaille bien ensemble et qu'on est vraiment partenaires plus que cette relation presta-client. Après, pour les nouveaux, oui, en effet, il y en a beaucoup qui se sont dit, ok, du coup, ouais, en effet, j'y vais pas. En tout cas, j'attends un peu. Donc, soit ils rebasculent sur du contenu ou sur la presse, ou parce que vraiment, ils sont frileux. Mais bon, si déjà tu te décidais à faire de l'influence en 2023, c'était déjà un peu tard. Enfin, ça faisait un moment, quoi, qu'il aurait fallu passer le pas. Il est jamais trop tard, mais bon, t'étais pas en avance. Et puis il y en a qui se sont dit j'y vais mais j'ai peur, et qui ont sauté le pas, et puis qui finalement se rendent compte que bien accompagnés, les résultats sont là, et puis aussi bien en termes de quanti que de quali, et ça se passe très bien. Ces derniers mois, il y a une loi qui a été votée pour mieux gérer, contrôler le monde de l'influence en France. Qu'est-ce que t'en penses, et comment ça a été perçu au sein d'une agence comme Made In? Moi, je pense qu'il fallait faire quelque chose. Le timing n'était peut-être pas celui que j'aurais choisi, mais je ne fais pas partie du gouvernement, donc en fait, je pense que c'est bien, parce qu'il fallait donner un cadre officiel à tout ça, même si pour moi, il y a beaucoup de choses qui existaient déjà. En fait, la publicité a toujours été régulée. Ouais. On a toujours eu des codes, on a toujours eu un cadre de travail et une législation autour de tout ce qu'on faisait. Et en fait, je ne sais pourquoi, certains se sont dit que ces codes ne s'appliquaient pas à l'influence. Or, l'influence, c'est de la pub. C'est pas un gros mot non plus, on a le droit de dire que c'est de la pub, et c'est ce qu'on fait au quotidien, en fait. Mais on le fait juste d'une façon qui est différente, avec un levier qui est nouveau et des réseaux, des plateformes qui évoluent, mais c'est ça. Donc, pour moi, on avait déjà tout ça à disposition. On devait déjà respecter des règles. La loi E20, elle sort pas du chapeau, c'est pas nouveau. Travailler avec des enfants, c'est pas nouveau non plus. Il y a des règles autour de ça, il suffit de les connaître, et ça, c'est notre rôle en tant qu'agence, de connaître la réglementation en vigueur sur les marchés sur lesquels on accompagne nos clients. Pour moi, la vraie force, le vrai point positif de tout ça, c'est que ça a permis aux créateurs de contenu d'avoir une place qui était marquée dans l'univers de la publicité, parce que jusqu'alors, en effet, c'était un peu flou entre est-ce que du coup c'est un mannequin, est-ce que c'est un média, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça. Donc donner une définition aux termes influenceur et créateur de contenu, ça a été positif pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, et on se dit ok,
bah en fait l'influence, ouais, c'est un levier, ça fait partie de la pub et on le met là. Et aujourd'hui, ça existe. Donc pour ça a été positif. Après, la réglementation en soi, elle existait pour moi, elle existait déjà. On va pouvoir passer à la partie finale du podcast avec quelques petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois, tu as le temps d'y répondre. Okay. Des questions un peu plus personnelles. On change du monde de l'influence. Qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? Je vais... alors, je fais plein de trucs, mais en général, je me raccroche à l'art. Donc je vais soit au musée, soit je peins, soit je lis, soit j'écoute de la musique. Ouais. Je pense que c'est un bon moyen de se détendre. Quel est ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, c'est de construire une école. Voilà. Ok, trop bien. Cuba, si tu veux tout savoir. Trop cool, trop stylé. C'est quoi ta plus grande peur ? La maladie, je pense. Est-ce que tu as un livre à me conseiller ? Je lis un livre de Paula Soto, qui est une poète vénézuélienne, qui est très bien. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? J'ai énormément aimé la série sur Spotify. Je ne l'ai pas encore vue, mais on me l'a déjà conseillé. Non, je te spoil pas, mais elle est vraiment bien. Je sais que chaque épisode a un point de vue différent sur la même histoire, et du coup, ça te permet de voir à quel point une histoire peut... Ouais, autour de la création vraiment de l'entreprise, et puis tu vois les différents points de vue, et à quel point c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air, parce que chacun a ses problématiques, et enfin, vraiment, c'est hyper bien fait. Je te conseille. Écoute, il faut absolument que je la voie en plus. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ? Pourquoi la piscine à balles ? Allez, let's go. La piscine à balles, c'est un peu notre lieu de détente, de brainstorm, voilà. Quand il y a eu un truc qui s'est pas bien passé, ou au contraire, on est très content et qu'on a besoin de créativité, ou en tout cas, voilà, qu'on a besoin de couper un petit peu avec le bureau, un peu plus traditionnel. On vient de la piscine à balles. C'est ici que les meilleures idées sortent. Ouais, tout émerge ici. C'est de là qu'on sort nos meilleures campagnes. Ok, très cool. J'ai rajouté une question pour ces nouveaux épisodes qui s'appelle la question reverse. Et y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser ? C'est toi qui prends le rôle de host pour une question. Ah, très cool ça. Pourquoi le podcast ? Oh, c'est une très bonne question. En fait, quand je me suis lancé en 2017, c'était un format qui était hyper accessible. Au départ, je me suis lancé qu'en audio dans ma chambre d'étudiant. J'avais juste 2 petits micros branchés à un ordi. Donc, c'était vraiment l'accessibilité que je trouvais cool. Et l'autre sujet, c'était le côté intimiste du format que je trouvais très intéressant. Et notamment le fait de pouvoir creuser des discussions avec n'importe qui. C'était vraiment ces 2 choses, l'accessibilité et le côté intimiste du format, tout simplement. Ok, trop bien. Trop bien. Dernière question, généralement je pose c'est quoi pour toi un entrepreneur ? Mais là je vais te demander c'est quoi pour toi un influenceur ? Du coup pour moi un créateur de contenu. Un créateur de contenu, c'est une personne qui apporte de la valeur à travers le contenu qu'il propose sur les différentes plateformes sur lesquelles il est, parce qu'en général les créateurs sont quand même actifs sur plusieurs plateformes différentes. Et dès lors que tu apportes de la valeur à quelqu'un, que ce soit pour du divertissement sur un sujet précis, parce qu'il y a beaucoup de niches très différentes, t'es un créateur de contenu. Super, ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup Sibéline. Merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Oui, et beaucoup. J'espère que toi qui nous as regardé écouter, ça t'a plu aussi, ce petit épisode hors série. Et on se mettra évidemment tous les liens en description, et puis on se retrouve au prochain épisode. Salut!